Bien, donc je vais essayer de parler de la géopolitique du Proche-Orient après les révolutions arabes et les conséquences de ces révolutions arabes peuvent avoir à moyen terme en tous les cas sur cette géopolitique. Pour essayer de comprendre, il faut d'abord, je voudrais aborder deux points importants en introduction. Un, c'était quelle était la géopolitique un peu du Proche-Orient à la veille de ces révolutions arabes. Et deuxièmement, de parler un peu de l'évolution de la situation internationale depuis quelques années. Parce qu'on ne peut pas comprendre les conséquences des révolutions arabes sur la géopolitique mondiale si on ne comprend pas en quoi elle est en train de changer de manière très importante depuis une décennie. Quand on parle de la géopolitique du Proche-Orient et du Maghreb, et s'il fallait la résumer par un mot, en tous les cas, avant ces révolutions, c'est ce que j'appellerais une géopolitique du chaos. Si vous regardez vous avez la carte qui vous a été remise en même temps que la petite présentation de l'IREMO, et prenez-la parce que c'est intéressant. D'abord, il n'y a jamais eu autant de guerres et de crises dans la région. C'est-à-dire quand vous regardez cette carte et que vous la prenez en gros de l'Afghanistan, mais laissons l'Afghanistan parce que ce n'est pas un pays arabe, mais vous avez l'Irak qui depuis 2003 est en situation absolument de conflit permanent, avec une autonomie grandissante du Kurdistan irakien, avec un mouvement de contestation dans le Kurdistan turc. Si vous descendez, vous avez le Liban. La Syrie était stable jusqu'aux révolutions arabes. Vous avez le Liban qui continue à être déchiré par des conflits internes importants, avec des affrontements qui, en gros, divisent le pays en deux, entre, si on veut schématiser, le Hezbollah et la moitié... l'ensemble de la communauté chiite représentée par le Hezbollah et Hamal en alliance avec la moitié de la communauté chrétienne, et en face les sunnites, ou la majorité des sunnites représentés par Hariri et ses alliés, et la moitié des chrétiens. Donc avec une situation très instable qui a débouché déjà sur des affrontements internes importants et aussi sur la guerre israélienne de 2006. Si vous descendez un peu plus bas, vous avez la Palestine, la Cisjordanie et Gaza, qui à la fois est un conflit en soi, mais en plus avec un processus d'éclatement depuis 2007, avec deux pouvoirs palestiniens, enfin pouvoirs limités, puisque quand même c'est des régions qui restent sous occupation, en Cisjordanie et à Gaza. Si vous continuez vers l'ouest, vous avez le Soudan qui est en conflit permanent, non seulement au Sud-Soudan avec le référendum qu'il y a eu, comme vous savez, pour l'indépendance du Sud-Soudan, et aussi le Darfour. Vous avez la Somalie, où il n'y a même plus d'État. Et puis vous avez toute la région du Sahel et du Sahel, où depuis quelques années, sous des formes diverses, des organisations qui se réclament d'Al-Qaïda mènent des campagnes. Enfin, vous avez le conflit du Sahara occidental qui est certes gelé gelé militairement depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, mais qui reste un point d'achoppement. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire une accumulation de conflits sans précédent dans la région, et aussi une accumulation de forces étrangères sans équivalent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu évidemment, l'Égypte a joué un rôle très important pour les Britanniques et a servi de base, mais il n'y a pas eu d'autre moment dans l'histoire où on a eu autant de soldats étrangers présents, que ce soit évidemment en Afghanistan et en Irak, que ce soit au Liban avec la FINUL, que ce soit les différentes interventions au Darfour, que ce soit en Somalie. Il y a un élément qui est quand même très important. Ensuite, la troisième caractéristique de cette région, c'est le rôle des groupes, le rôle des milices et des groupes non étatiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire, comme on a eu affaire à d'autres moments de l'histoire de la région, à des guerres israélo-arabes ou
entre des pays du Golfe, entre l'Irak et l'Iran, etc. Bien sûr, ces conflits se maintiennent, mais en fait, les conflits les plus durs sont le fait d'organisations armées, si je peux dire, non gouvernementales. C'est le cas évidemment en Afghanistan avec le rôle des talibans, c'est le cas en Irak où, malgré l'existence d'une armée irakienne, en fait c'est les milices qui jouent un rôle très important, c'est le cas au Kurdistan irakien et au Kurdistan turc, c'est le cas au Liban où évidemment, notamment le Hezbollah a une force militaire qui est supérieure à celle de l'armée libanaise, c'est en partie le cas en Palestine et avec le maintien de groupes, notamment le Hamas armé, et c'est évidemment le cas aussi au Soudan, en Somalie, etc. Et c'est quand même le signe d'un processus de désagrégation des États, je crois, ou d'affaiblissement des États. Ça, c'est un élément d'autant plus important que ces groupes peuvent disposer de capacités militaires qui leur permettent de mettre en échec des États. On l'a vu en 2006 au Liban, avec le Hezbollah, c'est-à-dire l'entrée en liste de missiles utilisés facilement par des organisations, pas par des armées, mais par des organisations type Hezbollah ou type Taliban, etc., change la donne et change même les rapports de force militaire. C'est-à-dire qu'un des problèmes majeurs posés aujourd'hui à l'armée israélienne, c'est comment on peut faire pour se débarrasser de ce qu'ils appellent la menace du Hezbollah, alors qu'ils ont vaincu toutes les armées arabes successivement, ils ne savent pas comment venir à bout de ça. Je dirais même à Gaza, où le rapport de force militaire est aussi beaucoup plus en défaveur, disons, du Hamas, il y a cette interrogation permanente. Qu'est-ce qu'on fait face à une milice qui se bat et bon, comment on peut la vaincre? Cet ensemble de choses s'est accompagné, comme j'ai dit, d'un processus ou d'éclatement, ou d'effacement, ou d'affaiblissement des États. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, on avait l'impression d'être dans une période où l'État national s'affirmait avec une grande force. Aujourd'hui, on a l'impression au contraire, il n'y a plus d'État en Irak, il n'y a plus d'État au Liban, en Palestine, n'en parlons pas, au Soudan, l'État est affaibli, la Somalie, etc. Donc ça, c'est important, avec aussi une autre dimension qui est parallèle, c'est le retour ou la renaissance ou la réactivation de ce qu'on peut appeler les affrontements de type confessionnel ou de type ethnique, que ce soit aussi bien kurdes, arabes, que notamment la résurgence de la question sunnite-chiite qui a été vraiment ravivée par l'intervention américaine en Irak, à la fois par les affrontements entre sunnites et chiites en Irak, mais aussi, il faut le dire, par la manière dont les Américains eux-mêmes ont géré la question irakienne, l'avenir de l'Irak, comme un problème de rapport entre confessions, ou entre confessions et ethnie. C'est-à-dire, dès qu'ils sont arrivés en 2003, ils ont vu l'Irak comme une agrégation de sunnites, de chiites et de kurdes. Et donc, ils ont eux-mêmes poussé à la réorganisation de la politique intérieure à travers ces lignes de clivage. Alors que, bien sûr, c'est une ligne de clivage importante, mais il y en avait des tas d'autres. Il y a les lignes de clivage tribal, il y avait les lignes de clivage politique, il y avait une conscience irakienne, d'ailleurs, qu'on voit ressurgir aujourd'hui. Mais malheureusement, cette guerre a eu comme conséquence de faire de la question sunnite-chiite une question importante, et ça a eu des répercussions au Liban, et aujourd'hui, ça a des répercussions dans tout le Golfe. Et ce processus de confessionnalisation et d'éclatement des États, il s'est traduit par quand même un événement qui, même s'il n'est pas central pour le Proche-Orient, est important, c'est l'indépendance du Sud-Soudan, c'est-à-dire que c'est la première fois en dehors de l'Érythrée qu'on redessine les frontières issues de la colonisation au Proche-Orient. Et en fait aussi un découpage de fait de l'État irakien, puisqu'on peut dire que le Kurdistan irakien en fait est totalement autonome par rapport au pouvoir central. Enfin, un dernier élément de cette géopolitique du chaos, c'est l'impasse persistante du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire après, disons, en gros, la décennie des années 90,
où on avait pu penser qu'à travers le processus d'Oslo allait se créer une situation qui favorisait un règlement du conflit israélo-palestinien. À partir de 2000, et notamment après le 11 septembre, l'arrivée de l'administration Bush au pouvoir, on est arrivé dans une situation où on était dans une impasse totale et où tout le processus de paix est, comme disent les Palestiniens, un processus sans paix. Donc tout le monde savait qu'il n'allait pas déboucher sur la paix. Donc cette impasse est très importante dans la mesure où elle a évidemment des conséquences dans tous les pays compte tenu de la centralité de la question palestinienne. Enfin, un dernier élément, mais bon, je vais assez vite, c'est une situation dans laquelle l'hégémonie américaine, qui était très large dans la région, avec simplement deux pôles de résistance qui étaient l'Iran et la Syrie, était une hégémonie très contestée. C'est-à-dire, on a assisté dans les années 2000-2010 à l'échec de la politique mise en place par Bush, à la fois l'échec en Afghanistan, l'échec en Irak et le discrédit de cette politique américaine, avec une nécessité pour la direction américaine de réfléchir sur quelle politique elle devait mener. Et vous savez que même dans les 2 dernières années de l'administration Bush, il y a eu un début d'inflexion par rapport à cette vision très idéologique, très guerre contre le terrorisme qui avait marqué l'administration américaine depuis 2001, en rappelant quand même que les 2 bases essentielles de cette politique américaine, et ça reste aujourd'hui après les révolutions arabes, les 2 fondements de la stratégie américaine, enfin des intérêts américains dans la région, c'est le pétrole et Israël. C'est affirmé comme tel par les administrations américaines successives. Le monde arabe, c'est l'accès il faut qu'il donne un accès facile et relativement bon marché au pétrole, et il faut garantir la sécurité d'Israël. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est à la veille des révolutions arabes. La deuxième chose qui est importante à comprendre, même si on ne parle que du monde arabe, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau international. C'est-à-dire, je crois qu'on assiste à quelque chose dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences, et dont les conséquences vont se dessiner dans l'avenir, qui est ce que je peux appeler le basculement du monde. Pour résumer cette idée de basculement du monde, c'est l'idée que ce qui est en train de se passer, c'est la fin d'une période de 2 siècles au niveau international, qui a été marquée par la domination de l'Occident sur l'ensemble de la politique internationale. Où on peut dire l'histoire du monde se résumait, c'est évidemment pas comme ça, à l'histoire de l'Occident, et l'Occident dominait soit directement, soit indirectement l'ensemble des relations internationales. Alors ça, c'est, je pense, en train de se terminer. On peut en avoir, je peux en donner ici rapidement quelques exemple, ce qui m'a plus frappé dans la dernière période, c'est quand on a vu l'agence Moody annoncer qu'ils allaient dégrader la note des États-Unis comme ils dégradent la note de la Grèce ou de l'Espagne. C'est sans précédent qu'ils puissent même avoir cette idée. Je ne pense pas qu'ils le feront, mais le fait qu'on puisse penser à dégrader cette note montre à la fois les problèmes financiers et économiques énormes que connaissent les États-Unis et sur lesquels malgré tout ce qu'il dit sur la sortie de crise, ils ne sont pas sortis, mais aussi l'affaiblissement relatif du poids des États-Unis. Il y a plein d'autres exemples qui montrent, par exemple, il y a aujourd'hui plus d'utilisateurs d'Internet en Chine qu'aux États-Unis, et les États-Unis qui, il y a une décennie, représentaient 50% du trafic Internet mondial, en représentent 25%. Il y a aussi, on a vu les États-Unis qui avaient mis énormément de tout leur poids sur les négociations du commerce à Doha, l'Organisation mondiale du commerce. C'est un processus qui est bloqué depuis 15 ans. Il a été bloqué essentiellement parce que la Chine et l'Inde ont refusé de sacrifier leur agriculture nationale aux demandes que faisaient les Américains. Puis il y a plein d'autres exemples qu'on peut voir concrètement dans la politique. Il y a eu ces tentatives par le Brésil et la Turquie de régler la question iranienne en dehors des Américains. Voilà. Il y a
toute une série d'éléments politiques joints à la crise économique qui marquent un affaiblissement, je pense, important, je n'ai pas le temps de trop développer ici, de la position américaine. Alors qu'on se comprenne bien, c'est-à-dire les États-Unis sont la grande puissance mondiale, la plus grande puissance mondiale, et le resteront pour une période encore assez longue. Il y a peu de pays qui disposent d'autant d'instruments à la fois financiers, militaires, politiques, idéologiques, de domination. Mais en même temps, ils ne peuvent plus faire décider seuls parce qu'il y a d'autres pays qui émergent, bon, la Russie, la Chine, l'Inde, etc., et qui de plus en plus veulent être partie prenante de la politique déjà régionale et pour ce qui les concerne, et même internationale, comme le montre l'exemple de l'Iran et de la Turquie et du Brésil, qui vont s'intéresser à la question iranienne. Et pour le Brésil, c'est vraiment le bout du monde, quoi. C'est-à-dire cette volonté d'un certain nombre de puissances d'avoir une intervention lointaine est quand même un signe de quelque chose qui est tout à fait important. Et puis un autre élément qui est quand même important dans cette espèce de basculement du monde, c'est que on n'est plus du tout dans un monde divisé en blocs. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer au niveau international, c'est pas le retour à la guerre froide entre deux camps, ou même le retour au clivage nord-sud. C'est le retour à des politiques de défense des intérêts nationaux, dans lequel finalement l'idéologie joue assez peu de rôle et dans lequel les alliances tactiques dépendent de chaque question. J'avais écrit à propos, je crois, à propos des révolutions arabes d'ailleurs, ni avec l'Occident ni contre l'Occident, ailleurs. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire, si vous voulez, les révolutions des années 60-70 ont été très largement des révolutions à la fois nationales et anti-occidentales. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Elles ne sont pas non plus pro-occidentales, elles sont ailleurs. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Et on le voit sur les différents sujets, on a des alliances assez étonnantes, enfin, ou des rapprochements assez étonnants. Si vous regardez le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Libye, bon, on votait pour la zone d'exclusion aérienne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis avec beaucoup de réticence, mais se sont abstenus l'Inde, la Chine, l'Allemagne, qui étaient membres à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne, ce qui est quand même assez curieux, ont voté pour les trois pays africains qui étaient présents, dont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc on n'est pas du tout dans un clivage auquel on pourrait s'attendre normalement, mais on est dans des clivages qui dépendent des politiques de chaque pays à un moment donné et de l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour telle ou telle région. D'ailleurs, c'est intéressant, je fais une parenthèse sur la position des États-Unis sur la Libye. Les États-Unis ont vraiment été extrêmement réticents à cette intervention militaire, par rapport à des gens qui pensent qu'il y a une vraie stratégie américaine à l'égard de la Libye. Pas du tout. Ils voulaient... les États-Unis sont pris dans deux guerres, avec je crois que la guerre d'Afghanistan leur coûte 2 milliards de dollars par semaine. C'est-à-dire des sommes que les États-Unis ont de plus en plus de mal à payer. Et ils ne sont pas prêts à s'engager dans un nouveau conflit. Ça aussi, c'est un signe d'affaiblissement. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun rôle. Ils ont un rôle en Libye, ils aident la France et la Grande-Bretagne, mais c'est aussi une limite. De la même manière, d'ailleurs, qu'il y a une limite des interventions militaires, même de la France et de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il y a eu un débat, à mon avis, absurde sur l'idée d'une intervention militaire en Syrie, mais indépendamment de toute considération politique, ni la France ni la Grande-Bretagne ont aujourd'hui les moyens militaires d'intervenir en Syrie. C'est-à-dire qu'ils sont déjà au-delà de leur capacité en Libye. Donc on ne voit pas... Bon, ça aussi, c'est quand même des éléments importants qu'il faut prendre en compte. Donc voilà les deux points que je voulais dire, pas en introduction, mais qui me semblent importants, sur la veille des révolutions arabes. Un monde arabe en chaos, et en même temps une situation internationale qui est en pleine mutation et évolution. Alors, en quoi ces révolutions arabes vont jouer sur
la géopolitique locale et aussi sur la géopolitique internationale. D'abord, une première remarque que j'ai faite tout à l'heure aussi, on est dans une période révolutionnaire, c'est-à-dire une période qui est relativement longue. L'idée que les révolutions c'est 15 jours et puis on arrête, c'est pas des périodes révolutionnaires. On peut avoir des coups d'État ou même des renversements de régime qui se passent en 15 jours, mais là on n'est pas dans cette situation. On n'est pas dans cette situation ni dans chaque pays, ni dans le monde arabe dans son ensemble. On est dans un mouvement révolutionnaire dans le monde arabe qui est en train de changer toute la donne. Donc on est au début, d'abord il n'y a pas de fin, c'est-à-dire personne ne peut dire vers où ça va, ça peut échouer, ça peut réussir, ça peut donc on ne peut pas prévoir, mais aussi les conséquences de ces révolutions arabes sur la géopolitique vont dépendre évidemment de beaucoup de facteurs qui sont aujourd'hui imprévisibles. Et je rappelle, ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, l'histoire elle est faite par les peuples, elle n'est pas écrite ailleurs où que ce soit. C'est-à-dire, dans 10 ans, vous aurez des gens qui vont vous dire « Ah oui, ça devait se passer comme ça, s'est passé comme ça, donc ça devait se passer comme ça. » Non, pas du tout. Ça s'est passé comme ça parce qu'il y a eu des forces qui se sont battues, il y en a eu qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Donc il y a, c'est important, le fait que ça dépend des mouvements qui vont avoir lieu. Ce qui est le plus important, c'est à la fois que le monde arabe rattrape, si on peut dire, un retard par rapport à l'évolution internationale, c'est-à-dire que c'était une région qui était quasiment à l'écart de tous les grands mouvements qui, depuis les années 60, ont emporté toutes les dictatures et emporté tous les régimes, pas tous, mais une grande partie des régimes dictatoriaux, et que les peuples arabes prennent en main leur destin. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que personne ne peut dire évidemment quelles seront les transformations démocratiques, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura des pouvoirs qui, d'une manière ou d'une autre, auront plus de comptes à rendre que les pouvoirs précédents. C'est-à-dire, pour la première fois depuis très longtemps, les politiques étrangères des différents pays arabes ne seront pas seulement fixées par des contraintes internationales, mais aussi, comme dans tout pays, par des contraintes intérieures. Et ça a évidemment une conséquence primordiale sur la question palestinienne, parce que, quoi qu'on raconte, la question palestinienne est au cœur des préoccupations des peuples arabes, ce qui ne veut pas... Je vais développer tout à l'heure sur l'Égypte, parce que ça me semble un cas intéressant, mais c'est quelque chose d'important, et il n'y a pas de gouvernement qui peut ne pas en tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres contraintes sur l'Égypte. Je développerai justement pour montrer quelles sont ces contraintes. Cette révolution qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, frappé tous les régimes arabes sans exception, et c'est important de comprendre qu'elle a aussi frappé les pays du Golfe, elle suscite évidemment une contre-révolution qui aujourd'hui est centrée essentiellement sur les monarchies, pas seulement du Golfe, mais aussi la Jordanie et le Maroc, avec l'idée qu'il faut absolument empêcher ces mouvements d'avancer. C'est d'ailleurs, ça a été le cas dans les années 60, quand le monde arabe a eu à faire face au nasserisme et au mouvement, disons, révolutionnaire dans le monde arabe, où ces monarchies du Golfe ont fait, je veux dire, ont été les éléments de résistance majeurs à ces changements. La différence avec les années 60, c'est que même s'il y avait des contestations à l'époque dans les pays, en Arabie Saoudite, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État nassérien, etc., globalement, c'était des sociétés qui soutenaient les monarchies. Il y avait très peu de gens en dehors de l'armée, de quelques intellectuels, quelques ouvriers, qui étaient contre le système. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là. Donc la capacité de l'Arabie Saoudite à mener une contre-révolution, elle dépend aussi de ce qui se passe à l'intérieur de chaque pays. D'ailleurs, c'est pas seulement l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, Oman, etc. Donc, on est face aujourd'hui à un combat qui est de savoir dans quelle direction va s'engager la région. Avec un élément très important qu'on a abordé aussi ce matin, mais qui aussi va déterminer qu'est-ce qui change dans la géopolitique. La géopolitique, c'est pas seulement la politique, mais c'est aussi l'économie. C'est que les révolutions arabes ont été produites, le produit de politiques
d'inscription du monde arabe dans une mondialisation libérale, dans des conditions particulièrement scandaleuses, c'est-à-dire de privatisation qui, comme j'ai dit tout à l'heure, était plutôt le pillage du pays qu'une privatisation au sens le marché libre. Et cette politique a affaibli énormément les États et a créé des situations dans lesquelles aussi la définition de politique indépendante devient plus difficile. Parce que définir une politique indépendante, une politique géopolitique, une géopolitique indépendante, demande pas seulement une volonté politique, elle demande aussi des moyens. Et là, je voudrais, parce que j'en reviens, revenir un petit peu plus longuement sur l'Égypte, parce que d'abord c'est un acteur clé, et ensuite parce que justement, il me semble illustrer assez bien les contradictions des révolutions arabes, les contraintes et les possibilités. D'abord, il faut le dire, en perdant, enfin, la chute du régime Moubarak est un coup très dur porté à la politique américaine et israélienne dans la région. Et ça, quel que soit le futur gouvernement. Il n'y a plus aucun gouvernement égyptien qui peut être, comment dire, aussi pro-israélien, aussi pro-américain qu'a été cette administration. Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette politique de Moubarak dans les 10 dernières années. Il y a en partie des gens qui disent que c'était une vraie négociation avec les Américains, c'est-à-dire, en gros, on vous soutient totalement sur la politique régionale et vous nous laissez préparer, parce que c'était ça qui était important pour Moubarak, la succession de son fils. Et que donc, il y avait une espèce de deal. Mais quel que soit, ça n'a pas d'importance de savoir si c'est vrai ou non, l'Égypte est un maillon clé avec Israël de la politique américaine dans la région. À la fois contre l'Iran, puisque l'Égypte avait une politique anti-iranienne extrêmement forte, plus hostile à l'Iran que l'Arabie saoudite, et deuxièmement, surtout sur le conflit israélo-palestinien, parce que l'Égypte a donné caution à ce processus de paix, dont tout le monde savait qu'il ne pouvait pas aboutir, mais la seule légitimité de ce processus de paix, c'était que le principal pays arabe le soutenait. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, on voyait Moubarak, Abou Mazen et Netanyahou à Sharm el-Sheikh ou ailleurs, pour créer l'illusion qu'on avançait. Et ça, c'était très important pour Israël et c'était très important pour les Américains. Ça, c'est hors de question, ça ne se reproduira plus. Et c'est important. C'est-à-dire, ce qui fait aujourd'hui un consensus en Égypte, c'est qu'on ne veut plus de processus de paix, on veut la paix. Alors là, ça m'amène à la nouvelle politique égyptienne et au débat. Mais il faut bien comprendre qu'on est au tout début, je l'ai dit, du processus. On est face à un gouvernement qui est arrivé ici, pas par hasard, mais dans des conditions que vous connaissez, sans projet clair de l'armée elle-même. Il n'y a pas de vision de l'armée. Et où un peu les gens se sont retrouvés à un certain nombre de postes en fonction en partie de hasard. Et on a eu, par exemple, au ministère du Travail un juriste du travail qui est plutôt quelqu'un d'ouvert sur les syndicats, qui veut changer la loi syndicale, etc., ce qui n'est pas du tout le cas de tous les ministres. Et on a eu au ministère des Affaires étrangères quelqu'un, El Arabi, qui est quelqu'un qui est venu là parce que c'est d'abord, c'est un diplomate, un grand diplomate, et puis en novembre-décembre, il avait fait 3 ou 4 articles dans la presse d'opposition pour dire qu'est-ce que pouvait être une politique étrangère égyptienne. Et donc il a été nommé là. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas interpréter chaque déclaration d'un ministre comme reflétant une vision de la nouvelle politique égyptienne. Cette nouvelle politique égyptienne n'est pas encore fixée. Elle va être fixée à la fois par des contraintes internationales sur lesquelles je vais revenir et qui pèsent sur n'importe quel gouvernement égyptien, et par le poids de l'opinion. Alors ce ministre, il a fait un certain nombre de déclarations assez spectaculaires. Nous allons rétablir les relations diplomatiques avec l'Iran. Deuxièmement, le blocus de Gaza est quelque chose d'absolument scandaleux qui est inacceptable. Troisièmement, nous ne voulons plus de processus de paix, nous voulons la paix. Il ne remet pas en cause Camp David, mais
il a eu une manière assez subtile de le dire. Il dit en fait, nous on a respecté Camp David, qui comportait, comme vous savez, la paix israélo-égyptienne et un volet palestinien. Et en fait, c'est les Israéliens qui n'ont pas respecté Camp David. Donc on veut discuter de Camp David avec les Israéliens parce qu'ils n'ont pas respecté l'accord. Quatrièmement, l'Égypte a favorisé le rapprochement entre le Hamas et le Fatah, même s'il y a eu d'autres éléments. Puis il y a eu d'autres changements dans la politique égyptienne, notamment vers, bon, là je passe rapidement vers le Soudan, vers les pays du Nil. C'est là où le ministre a fait son premier voyage, parce que c'est des questions très importantes pour l'Égypte, mais bon, ça nous sort un peu de notre sujet. Alors, on a eu l'impression que ces déclarations marquaient un vrai infléchissement de la politique égyptienne, et en fait on s'est rendu compte assez vite que ça posait un certain nombre de problèmes. Premier problème, ça a été l'Iran, au moment même où il y avait ces déclarations de... Enfin, non, après les déclarations de Nabil el-Arabi, après, il a commencé à avoir un recul en disant mais ça sera le nouveau gouvernement qui aura à rétablir les relations diplomatiques avec l'Iran, et puis la sécurité d'État a arrêté le chargé d'affaires iranien. Il n'y a pas d'ambassade, hein, il y a une mission, donc il y a un chargé d'affaires, en l'accusant d'espionnage. Tout le monde savait que espionnage, c'est-à-dire qu'il avait été interroger les gens pendant la Révolution pour savoir ce qu'ils pensaient, ce que font tous les diplomates évidemment. Mais c'était clair que c'était un signe d'une partie, en tous les cas, de l'armée, qu'il était hors de question pour l'instant de rétablir les relations diplomatiques avec l'Iran. Sur la réconciliation Hamas-Fatah, ils sont plutôt restés avec l'idée de réconciliation de ces deux factions. Même si, je reviendrai tout à l'heure pourquoi, ça reste difficile, mais ce n'est pas leur fait, c'est aussi les problèmes objectifs que pose cette réconciliation. Alors, pourquoi ces retours en arrière? C'est ça qui est important à comprendre. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Égypte est un pays en situation de faiblesse. Pas parce qu'il y a eu la révolution et que les gens disent qu'il n'y a plus de tourisme et que bon, il n'y a pas d'argent, c'est qu'en fait, la production de l'Égypte est un tiers de celle de la Turquie, qui a exactement le même nombre d'habitants. La Turquie peut mener une politique indépendante parce qu'elle n'est pas dépendante ni du FMI, ni des Américains, ni de l'Union européenne. L'Égypte ne peut pas se permettre ça. Et ça, je veux dire, n'importe quel gouvernement sera pris par un certain nombre de contradictions économiques. Et on l'a vu, j'ai dit, ils ont signé un accord avec le Fonds monétaire international, ils ont été demandés de l'aide à l'Union européenne, etc. Ils sont obligés de tenir compte des relations particulières qu'il y a avec l'Occident. Ils sont obligés de tenir compte des relations particulières qu'il y a entre l'armée américaine et l'armée américaine et l'armée égyptienne, avec une aide importante qui profite aux militaires et au haut commandement. Il y a eu aussi les pressions de l'Arabie saoudite. Quelqu'un a parlé ce matin de l'annonce faite que non pas qu'ils allaient expulser tous les travailleurs égyptiens, mais que l'Arabie saoudite allait expulser tous les gens qui ont travaillé plus de 6 ans en Arabie saoudite. Ce qui est, je crois, la loi en Arabie saoudite, mais qui n'a jamais été appliquée. Ce qui, sans doute, ne sera pas mis en œuvre, mais qui était un signal très clair aux Égyptiens, au même moment où l'Arabie saoudite a accordé un prêt cash, je crois, de 4 milliards de dollars à l'Égypte. Donc, dans ces conditions, par exemple, le rapprochement avec l'Iran pose un vrai problème, dans la mesure où si l'Égypte rétablit ses relations avec l'Iran, elle risque de se heurter aux pays du Golfe. Donc on voit bien que même sur cette évolution, il y a évidemment un combat qui se mène, et un combat qui est d'autant plus facile à mener par ce que je peux appeler brièvement la contre-révolution, que l'Égypte est en situation de faiblesse à l'égard des Occidentaux et à l'égard des pays du Golfe. Ça montre aussi que comme je disais tout à l'heure, que les réorientations des politiques ne vont pas se faire de manière très, très facile, même si, je le répète, l'irruption des opinions publiques est un élément majeur qui va marquer ces politiques. Il faut rappeler qu'au moment de l'attaque contre Gaza, l'Égypte a interdit toute manifestation, parce qu'il savait très bien que s'il y a une manifestation en solidarité avec Gaza,
elle se tournerait vite contre le régime lui-même, contre le régime égyptien lui-même. Ce qui s'est passé, Christophe Ayad, dans un reportage de Tunisie, raconte comment une des premières manifestations qui a eu lieu avant décembre, c'était une manifestation de soutien au peuple palestinien. Je ne sais plus si c'était au moment, oui, c'est au moment de l'affaire de la flottille, et très vite les slogans ont été des slogans anti-régime. Ils se sont transformés. Donc ça sera beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, même si de toute façon c'est évident que l'Égypte n'est pas à même si 95% des gens sont contre Camp David en Égypte, il n'y aura pas de rupture des relations avec Israël pour des raisons qui est justement cette dépendance de l'Égypte. Donc ça montre à quel point les évolutions sont compliquées. L'autre exemple intéressant pour essayer d'illustrer les conséquences de ces révolutions arabes sur la géopolitique, c'est les Palestiniens. Comme vous avez vu, les deux organisations palestiniennes ont décidé, après des années de négociations qui n'aboutissaient pas, de créer un gouvernement d'unité nationale composé de technocrates. Cette constitution est venue de deux types de pressions différentes. Un, elle est venue de la pression interne. C'est-à-dire aussi bien à Gaza qu'à Ramallah, monte une nouvelle génération qui est hostile aux deux pouvoirs, qui ont quand même beaucoup des caractéristiques des régimes arabes, c'est-à-dire qu'ils sont autoritaires, ils n'acceptent pas l'expression d'opinion dissidente, ils sont corrompus plus l'autorité palestinienne que le Hamas, mais il y a quand même une espèce d'autoritarisme qui exaspère une grande partie de la jeunesse. En même temps, comme explique l'un d'eux, on ne peut pas demander la chute du régime parce qu'on ne sait pas ce que c'est le régime chez nous, et en fait on a l'occupation, et donc les gens ont manifesté pour l'unité nationale, c'est-à-dire en fait ils demandaient la chute de la division, comme ils disaient. Et ça a été réprimé par les deux pouvoirs de manière assez dure, il faut le savoir, à la fois dur physiquement et dur des pressions sur les gens qui manifestaient, mais en même temps c'était quelque chose que les deux pouvoirs ont été obligés de prendre en compte. Et ils ont été obligés de le prendre en compte parce que la situation géopolitique a changé. D'un côté, la disparition de Moubarak, qui était le principal appui à l'autorité palestinienne, et à la fraction de l'autorité palestinienne qui était totalement hostile à la réconciliation avec le Hamas, parce que Moubarak a disparu, et que donc il a été plus difficile, ça a changé un peu, ou ça a fait évoluer un peu les rapports de force internes au Fatah sur cette question de la réconciliation. Et de l'autre, le Hamas était dans une position compliquée, à la fois à cause de ce qui se passe en Syrie, et comme vous savez, le gouvernement syrien a fait pression très fortement sur le Hamas pour qu'il prenne position en faveur du gouvernement contre les insurgés. Il a refusé de le faire, mais en même temps, il sait qu'il risque de payer un prix pour ça, et que donc il faut chercher d'autres alliés, d'autant que se retrouver seul en alliance avec l'Iran, c'est un vrai problème pour le Hamas, qui est quand même issu des frères musulmans, d'une mouvance sunnite, d'avoir comme seul allié l'Iran, qui aujourd'hui est dans une période d'escalade avec les pays du Golfe, depuis l'écrasement de la révolution au Bahreïn. Donc, pour le Hamas, c'était important d'ouvrir ses alliances en profitant des changements en Égypte, en profitant du fait que les frères musulmans vont être intégrés sans doute demain au gouvernement en Égypte, donc deviennent une force légitime, qui a moins de crainte de la part de l'Égypte par rapport à ce qui se passe à Gaza, et que donc le Hamas a saisi l'occasion. Donc ils ont saisi l'occasion, ils ont fait un pacte qui reste encore très très fragile, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un Premier ministre, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un gouvernement d'union nationale, mais c'est évident que l'évolution de la situation géopolitique a poussé dans ce sens. Elle pousse aussi alors, et c'est un autre élément important, elle pose une question très sérieuse à la politique et à la stratégie des États-Unis. Globalement, la stratégie des États-Unis depuis 30 ans dans la région, ça a été de dire nous pouvons appuyer Israël à
100% ou 95%, et continuer à avoir des relations stratégiques avec le monde arabe. Et c'était possible. Il n'y avait pas de contradiction. On pouvait faire les deux. Alors, on disait de temps en temps, mais il y a la rue arabe qui, etc. Ils disaient la rue arabe, elle n'existe pas. Et c'était vrai, c'est vrai, c'est un argument que moi j'ai beaucoup utilisé dans des discussions, mais quand les gens me disaient, mais attendez, la rue arabe dont vous parlez, on ne la voit pas, ils savaient très bien, les États-Unis, qu'il y avait une hostilité à leur politique, mais dans la mesure où ça ne se traduisait concrètement par rien, c'était pas un problème. Là, c'est un tout petit peu différent. Et ce qui s'est passé va obliger à une espèce de choix, parce que les régimes arabes eux-mêmes ne pourront pas continuer à appuyer une politique américaine qui soit totalement inféodée aux États-Unis, ce qu'elle va être encore, enfin ce qu'elle est pour l'instant, on l'a vu avec la visite de Netanyahou au Congrès américain, et je veux dire c'était quand même assez frappant cette visite, c'est-à-dire la manière dont le Congrès américain a accueilli Netanyahou, comme quelqu'un, je ne sais plus quel commentateur a dit, on avait l'impression du Parlement syrien accueillant Bachar el-Assad. Ils sont levés 29 fois pour l'applaudir pendant le... Enfin bon. Donc il y a ce sentiment pro-israélien, mais pour l'instant encore, il va falloir savoir est-ce que les Américains vont pouvoir continuer cette politique sans payer un prix à la fois politique et économique dans la région. C'est une question qui est ouverte. Hein. Et peut-être comme signe que ça devient un peu plus compliqué pour les États-Unis, il y a 3 jours une tribune de Turk el-Faisal, qui est un prince assez important de la famille saoudienne, qui a été le chef des services de renseignement saoudiens pendant toute la période de la guerre en Afghanistan. C'est lui qui a organisé l'aide aux Moudjahidines afghans, qui a été ambassadeur pendant un temps à Washington, qui est en même temps un peu sur la marge, mais il a fait une tribune pour dire s'il n'y a pas de solution du conflit israélo-palestinien, ça aura des conséquences directes sur les relations américano-saoudiennes. Je crois que c'est la première fois que c'est dit de manière aussi claire. Alors, est-ce qu'ils le feront ou non, c'est différent. En ce moment, il y a beaucoup de tensions entre les États-Unis et l'Arabie saoudite pour des raisons sur Bahreïn, sur d'autres choses. Mais c'est quand même, ça me semble un signe. Et on verra un peu en septembre avec cette question de la reconnaissance ou non par l'Assemblée générale des Nations unies d'un État palestinien. Ces changements ces changements des révolutions arabes ont eu aussi, comme vous savez, un effet sur les politiques européennes, en tous les cas sur la politique de la France. Et je crois que c'est aussi important à souligner, même si là aussi on est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que notamment, alors ça a coïncidé avec la nomination de Juppé au poste de ministre des Affaires étrangères, mais on a eu d'un côté une vraie autocritique du gouvernement français par rapport non seulement au soutien aux dictatures, mais au fait de refus d'avoir dialogué avec toute la société civile dans le monde arabe, y compris les islamistes, et aussi une espèce de relance comme ça d'initiatives françaises, alors que depuis 10 ans, nous sommes à la traîne complètement de toutes les initiatives américaines. Donc il y a eu cette initiative française de conférence internationale, même si elle reste encore floue. Il y a cette idée que peut-être on pourrait reconnaître l'État palestinien. Bon, visiblement, c'est un point d'affrontement au sein même du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a visiblement différentes sensibilités sur cette question. Il y a des gens qui continuent à dire non, il faut... Netanyahou, il faut miser sur Netanyahou parce que et sur les négociations parce que c'est la seule chose qui peut permettre d'avancer, et ceux qui disent bon, maintenant on a fait 5 ans d'expérience de soutien inconditionnel à Netanyahou et ça n'a rien donné. Donc là aussi il y a un certain nombre d'ouvertures. Est-ce qu'elles vont se traduire ou non, c'est une autre question. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc si je voulais me résumer, je dirais, que cette géopolitique est en train de se transformer de manière importante, mais que personne ne sait vers où elle va aller. Est-ce que on va aller vers une stabilisation ou au contraire, au bout d'un temps, vers l'aggravation de tendances dont j'avais parlé avant et qui sont présentes? Et je pense notamment à tout ce qui est division confessionnelle.
et notamment la manière dont les Saoudiens et les pays du Golfe utilisent la question sunnite et chiite pour en faire un point de clivage important, parce que c'est une manière de détourner de la révolution. C'est plus facile de dire nous luttons contre les chiites et les Iraniens que nous luttons contre l'aspiration démocratique. Et c'est un vrai danger, parce que cet affrontement, non pas qu'il existe objectivement, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il peut être utilisé évidemment, et il peut être utilisé aussi par les pouvoirs en place, ou par d'autres forces d'ailleurs, on le voit en Syrie, dans tout le Proche-Orient, parce que c'est, contrairement à l'Égypte ou contrairement au Maghreb, où l'unité est quand même globalement beaucoup plus assurée, il y a une possibilité d'utiliser ces divisions contre les processus de transformation démocratique. Donc il y a aussi une possibilité que si les révolutions s'enlisent, si petit à petit on verse dans les guerres civiles, dans les guerres confessionnelles, dans les guerres ethniques, ce processus de désagrégation se poursuive. Et on voit bien d'ailleurs combien c'est difficile en Irak, malgré toute la relative stabilisation de la situation, de dépasser ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sortir une fois qu'on a ouvert cette boîte de Pandore, on est dans une situation où reconstituer un État sur une base de consensus, etc., est extrêmement difficile. L'autre chemin et l'autre espoir, il faut dire, c'est que on n'entre pas dans cette situation, mais on rentre plutôt dans des périodes de chute de nouveaux régimes, enfin de chute de régimes, que ce soit au Yémen, en Libye, etc., et que petit à petit se consolide une situation intérieure. Il faut quand même noter, et je terminerai là-dessus, que globalement, moi je suis très très frappé par la maturité des mouvements d'opposition dans le monde arabe. C'est-à-dire la clarté des revendications, même si elles concernent essentiellement, on a dit, la question des libertés démocratiques, la volonté de ne pas utiliser la violence, et le refus de tomber dans la guerre civile, et le plus frappant étant le Yémen, quand on sait que justement, tout le monde est armé au Yémen, malgré beaucoup de morts, on n'a pas débouché pour l'instant en tous les cas, sur une guerre civile. Et donc cette maturité fait espérer que le chemin qu'emprunteront les peuples arabes sera plutôt un chemin de développement démocratique, et dans des conditions qu'il modifiera profondément la situation dans la région. Et phrase que je disais au départ, c'est-à-dire que cette région, qui est depuis 100 ans, pour des raisons liées au pétrole, à sa place géopolitique, géostratégique, etc., un enjeu pour toutes les puissances extérieures, reviennent finalement, que le développement de cette région redeviennent de la responsabilité des peuples qui l'habitent et qui décident eux-mêmes de leur propre chemin. Merci.